Au départ, cela devait être rapide, des engagements limités, des avancées rapides, un calendrier court. Cette attente s'est effondrée presque immédiatement. Ce qui avait commencé comme une opération planifiée s'est transformé en une guerre prolongée. Et à la fin de 2025, il est devenu évident que la stratégie sur laquelle Moscou comptait, l'attrition, ne produisait plus les résultats escomptés. Au lieu d'épuiser l'Ukraine, ce processus a commencé à consumer les effectifs, les équipements et les capacités économiques de la Russie à un rythme accéléré. Lorsque les objectifs initiaux ont échoué, l'hypothèse à Moscou était simple, le temps compenserait. Si des percées décisives n'étaient pas possibles, une pression constante finirait par fonctionner. Des avancées progressives, des frappes persistantes, des retraits graduels imposés à l'adversaire. Historiquement, cette approche avait porté ses fruits. Mais l'Ukraine n'a pas réagi comme la Russie l'avait anticipé. En janvier 2026, les résultats de l'année 2025 étaient d'eau claire. Et ils étaient très loin des objectifs affichés par la Russie. La Russie est entrée en 2025 avec l'ambition de sécuriser entièrement Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijia tout en progressant vers Odessa. Aucun de ces objectifs n'a été atteint. Même dans la région de Luhansk, où le contrôle semblait presque total, la résistance ukrainienne a empêché toute consolidation finale. Les positions sont restées contestées. Les lignes logistiques ont été mises sous pression. Les forces russes n'ont pas réussi à stabiliser les derniers secteurs non contrôlés. Les dirigeants ukrainiens ont ensuite déclaré que les plans russes répétés n'avaient pas permis d'obtenir de percées critiques. Les calendriers ont glissé, les opérations ont été retardées, l'élan s'est essoufflé. Bien que la Russie ait enregistré certains gains, ceux-ci sont restés limités, fragmentés et coûteux. Face à l'augmentation des pertes en équipement, la Russie a modifié ses tactiques. Les offensives mécanisées de grande ampleur ont été réduites. Les manœuvres dominées par l'infanterie sont devenues la norme. Des unités plus petites ont tenté d'infiltrer les défenses ukrainiennes, souvent à pied pour éviter la détection. Dans certains cas, ces unités ont atteint des localités. Dans beaucoup d'autres, elles ont été isolées, contraintes de se retirer ou ont perdu le terrain peu après leur arrivée. À la fin de l'année, la Russie avait capturé environ 5000 à 5500 km² de territoire, moins d'1% de l'Ukraine. Ce chiffre est important car il a été obtenu à un coût extrêmement élevé. Des évaluations indépendantes indiquent que des centaines de milliers de pertes parmi le personnel russe ont eu lieu en 2025 seulement. Les équipements détruits comprennent des milliers de chars, de véhicules blindés, de systèmes d'artillerie et de moyens de soutien. Le rythme de consommation a dépassé la capacité de remplacement. L'attrition, au lieu d'affaiblir l'Ukraine, a commencé à éroder la profondeur opérationnelle de la Russie. Dans le même temps, l'approche ukrainienne a profondément modifié le champ de bataille. Plutôt que de tenter de grandes offensives de manœuvre, les forces ukrainiennes se sont concentrées sur une défense en profondeur. Les engagements ont été structurés plutôt que précipités. Les avancées ont été ralenties, puis bloquées. Les drones sont devenus centraux, non pas comme un simple complément, mais comme un outil principal. La précision a remplacé la masse, la surveillance persistante a remplacé la pression aveugle. À la fin de 2025, les responsables ukrainiens ont rapporté un fait inédit depuis le début de la guerre. Les pertes russes dépassaient désormais les niveaux de recrutement. Dans le même temps, l'Ukraine a signalé une réduction de ses propres pertes par rapport à l'année précédente. Les chiffres exacts n'ont pas été divulgués, mais la tendance elle-même a marqué un tournant. Ce changement a eu des conséquences stratégiques. La capacité de la Russie à soutenir ses opérations dépend non seulement de ses effectifs, mais aussi de ses finances et de sa production. Remplacer les équipements détruits nécessite du temps, des matériaux et des ressources financières. À mesure que les pertes s'accumulaient, la pression économique s'est intensifiée. Les revenus énergétiques ont diminué. L'inflation est restée élevée. Les fonds de réserve se sont amenuisés. Ce qui avait auparavant été absorbé par une économie de guerre est devenu de plus en plus difficile à dissimuler. L'Ukraine, malgré ses propres difficultés économiques,
a maintenu une certaine stabilité financière grâce au soutien extérieur. Cette différence a compté. Elle a permis à l'Ukraine de soutenir sa défense sans accélérer ses pertes au même rythme. L'attrition est devenue asymétrique. Chaque avancée russe a nécessité des ressources importantes. Chaque défense ukrainienne a coûté comparativement moins. Les drones ont remplacé le personnel dans les rôles à haut risque. La défense en profondeur a imposé des engagements répétés avant que des progrès significatifs puissent être réalisés. Même lorsque du terrain était pris, il fallait exercer une pression constante pour le conserver. Et cette pression avait un coût. Nulle part, cela n'a été plus évident que dans la région de Donetsk. La Russie a engagé des forces importantes dans sa poussée vers des villes clés, s'attendant à des percées à force de persistance. Mais ces avancées ont ralenti. Les lignes défensives se sont étendues au-delà des objectifs initiaux. Ce qui devait être un effort décisif s'est transformé en un épuisement prolongé. Chaque pas en avant a exposé les unités russes à une contre-pression issue de défenses en profondeur au-delà du champ de bataille immédiat. Parallèlement, des frappes à longue portée ont visé les infrastructures logistiques et militaires. Il ne s'agissait pas d'actions symboliques. Elles ont réduit la capacité de la Russie à soutenir des opérations de grande envergure et ont accru le coût financier de la poursuite du conflit. Au début de 2026, le schéma était difficile à ignorer. La guerre d'attrition se poursuivait, mais elle ne favorisait plus le camp qui l'avait initié. Les pertes continuaient de s'accumuler. La destruction des équipements dépassait la capacité de récupération. Le recrutement peinait à suivre. La pression conçue pour briser l'Ukraine a commencé à se refermer sur la Russie elle-même. Ce qui rend ce basculement particulièrement significatif, c'est qu'il s'est produit sous une pression constante et non lors d'une pause dans les combats. La Russie a continué à mener des engagements fréquents, à tester les défenses, à lancer des avancées localisées et à engager de nouvelles unités sur plusieurs sections du front. Ces efforts n'étaient pas symboliques. Ils visaient à forcer l'Ukraine à étirer ses ressources, à accélérer la rotation de ses unités et, à terme, à ouvrir des brèches exploitables. Ces brèches ne se sont jamais pleinement matérialisées. Au contraire, les défenses ukrainiennes ont absorbé la pression, cédé du terrain lorsque nécessaire et contraint à des retraits russes répétés depuis des positions exposées. Chaque engagement a suivi un schéma familier. Contact initial, progression limitée, augmentation des pertes et stagnation finale. Avec le temps, ces cycles répétés se sont accumulés. Les équipements détruits n'ont pas toujours été remplacés. Les unités ont nécessité des périodes de récupération plus longues. Le rythme a ralenti. Dans le même temps, l'Ukraine a de plus en plus dicté le moment et le lieu des engagements. Plutôt que de répondre uniformément le long du front, la pression a été appliquée de manière sélective. Les routes d'approvisionnement ont été ciblées. Les zones de regroupement ont été perturbées. Des positions jugées stables sont soudainement devenues intenables, non pas sous l'effet d'assauts massifs, mais par une pression précise et soutenue. Cette érosion progressive a remodelé la planification opérationnelle. Les forces russes ont été contraintes de défendre plus lourdement leurs gains, réduisant leur capacité à lancer de nouvelles avancées. Cela ne signifie pas que le conflit approche de sa résolution. Cela signifie que les hypothèses qui ont façonné ces premières années ne tiennent plus. L'attrition fonctionne, mais pas comme prévu. Et ce basculement définit désormais la prochaine phase de la guerre. Restez concentrés. Likez, abonnez-vous et restez à l'écoute, car ce qui vient ensuite façonnera tout ce qui